Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous dans cette émission hebdomadaire qui n'est autre que le condensé de l'information politique économique sur votre chaîne de télévision. Et sans oublier que nous avons toujours une part belle réservée au tourisme, histoire de séduire un tout petit peu tous qui aiment ou qui ont encore une idée erronée sur le continent africain, notre belle Afrique. Je suis Constieka. Ensemble, dans cette émission, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a décidé d'être un tout petit peu un pays en tête de proue, pour ne pas dire en tête de file de ce qui se fait de mieux sur le continent africain. On parlera de cette Côte d'Ivoire dans cette émission. Nous parlerons du Tchad, du Gabon, avec des presses. Que fait le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Oligui Nguema? On ira faire un tour du côté du Kenya, voir un tout petit peu le potentiel économique, touristique de ce pays. On ira en RCA, un pays qui traîne un tout petit peu, enfin un pays qui est un tout petit peu à la traîne, mais qui aussi essaye de sortir la tête de l'eau. Nous irons en Guinée-Conakry, au Sénégal, le pays présidé par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous irons faire un tour du côté du Burkina Faso, voir ce qui se passe là-bas. Et au Cameroun, le pays du président Paul Biya. Reste des nôtres. Dans cette émission, rien de plus normal que de dire tout simplement à l'Afrique, si nous voulons arriver, si nous voulons nous développer, il faudrait accorder à nos enfants, à la progéniture africaine, l'instruction, favoriser l'instruction. C'est pour ça, dans cette émission, nous commençons par remercier notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2024-2025. Après ce clin d'œil à notre partenaire officiel qui n'est autre que l'Université internationale de Libreville, nous allons en Guinée-Conakry, ce pays présidé par son Excellence le chef de l'État Mamadou Doumbouya. Et dans ce pays, on règle petit à petit des problèmes fonciers. Quand on sait que les titres fonciers, les plans parcellaires ont été remis au collectif des victimes de Caporail, de Kipé 2 et d'Imessé en 1998 et 2019. Charlotte Abdoulaye, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassoli nous en font un compte rendu précis de cet événement du côté de la Guinée-Conakry. La date du 14 septembre 2024 marque une étape importante dans le processus de refondation initié par les autorités du CNRD. Après plusieurs années de mécontentement, de frustration, d'épreuves et de lutte sans relâche, les membres du collectif des victimes du Caporail, Kipé 2 et d'Imessé ont enfin vu leurs droits rétablis avec la restitution de leurs titres fonciers et des plans parcellaires. Cette cérémonie s'est tenue à Wonkifong, dans la préfecture de Koya, sous la présidence
du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, en présence des membres du gouvernement et des hauts cadres de l'administration publique. À cette occasion, le représentant du préfet de Koya a souhaité la bienvenue aux participants et exprimé la joie des populations, soulignant leur satisfaction face à cet acte hautement symbolique du chef de l'État visant à restaurer la justice, promouvoir les droits humains fondamentaux et placer les intérêts généraux des Guinéens au-dessus de tout. Autrefois expropriés, ont bénéficié d'un recasement sur une superficie de 258 hectares. Au nom de ces bénéficiaires, le représentant du collectif, Samba So, a débuté son intervention par des remerciements aux autorités pour leurs efforts louables, reconnaissant l'impact profond de cette situation sur les milliers de vies. Il est revenu sur les étapes cruciales qui ont permis la réalisation de leurs rêves et a exprimé la gratitude des victimes envers le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, ainsi qu'à toutes les institutions ayant contribué à l'accélération du processus. Prenant la parole, la directrice générale de la SONAPI, Mme Maïmouna Laure Bari, a rappelé la mission principale de son institution, mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'aménagement et de promotion immobilière. Elle s'est réjouie de cette victoire qui témoigne de la quête de vérité et de solutions durables aux préoccupations des populations, tout en œuvrant pour un cadre de vie adapté aux besoins des Guinéens. Elle a souligné que tout le mérite revient au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui n'a ménagé aucun effort pour concrétiser cette initiative, mettant fin à une injustice vieille de près de 3 décennies. Elle a également réaffirmé son engagement à accomplir pleinement les missions confiées à son service. Le général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence, a quant à lui insisté sur l'importance historique de cet acte qui figurait parmi les priorités du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dès l'avènement du CNRD. C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole en ce jour marquant la remise des terres aux impactés des opérations de déguerpissement des périmètres qui constituent aujourd'hui le centre directionnel de Koloma. À l'entame de mes propos, je veux rendre un hommage au président de la République, le chef de l'État, qui, aux premières heures de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité, a eu la vision de faire de la construction de la cité administrative de Koloma une priorité dans les actions de refondation du pays. L'événement qui nous réunit est historique et la genèse remonte à 35 ans en se basant sur le décret qui a créé les réserves foncières de l'État. Un chapitre de 2 vagues de déguerpissement, notamment celle de 1998 et de 2019, va se cicatriser aujourd'hui. Ceci grâce à la vision et à la détermination d'un seul homme, le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Le 5 septembre 2021 était juste porteur d'espoir de changement pour un pays qui en avait tant besoin. En très peu de temps, nous n'assistons pas qu'à la transformation infrastructurelle. Il y a aussi de la transformation humaine qui s'opère ici dans notre pays. Le vivre ensemble est devenu une réalité. L'État joue pleinement son rôle d'équité entre les fils et filles du pays. Je voudrais que cette cérémonie soit pour vous, pour nous, mais aussi pour tous les Guinéens, le symbole que le chef de l'État est résolument engagé à sécher les larmes de tous les fils de ce pays. La solution à tous nos problèmes, à tous nos maux, Après ce qui se fait de pratique du côté de la Guinée-Conakry, nous allons en Afrique centrale, au cœur du Cameroun. Mais avant, l'équipe de rédaction a décidé tout simplement, dans cette rentrée des programmes de Constier Carwick News, de vous présenter à chaque émission 2 pays. De présenter, la semaine dernière, on a présenté la Côte d'Ivoire, ainsi que le Congo. Vous avez vu un tout petit peu le potentiel. Cette semaine, on s'est focalisé sur 2 pays. Le premier, c'est le Cameroun. Nous vous présentons ici le Cameroun. Un reportage signé Constant Ika, Raoul Sankoué et Marcel Bassolé. Le Cameroun, par sa situation géographique, est la porte d'entrée naturelle de l'Afrique centrale et est considéré comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.
Des statistiques gouvernementales mises à jour depuis le 5 juin 2024 montrent que la croissance apparaît peu inclusive. Le taux de pauvreté est passé de 39,9% en 2007 à 37,5% en 2014, soit un taux comparable à celui des pays les moins avancés en sigle PMA. L'économie camerounaise, qui représente plus de 40% du produit intérieur brut de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en sigle CEMAC, est la plus diversifiée de la région. Elle reste toutefois dépendante de production non transformée, hydrocarbures, produits agricoles, cacao, café, coton, huile de palme, bois, etc. Après une phase de décélération suite à la crise de matières premières de 2014, la croissance de l'économie camerounaise s'est légèrement raffermie en 2018, avant de ralentir à nouveau en 2019 et de s'effondrer en 2020 sous l'effet de la pandémie de Covid-19, puis de reprendre son cours en 2021. La production pétrolière est depuis de nombreuses années orientée à la baisse. Elle n'atteignait plus que 70 000 barils par jour en 2018. Des espoirs sont néanmoins placés dans la mise en exploitation des réserves de gaz, un premier gisement de gaz naturel destiné à l'exportation dont la capacité de production maximale, en année pleine, est estimée à 35 000 barils par jour, a été mise en exploitation en mars 2018, au large de la ville de Kribi. Un autre projet est actuellement en étude, mais il ne devrait pas voir le jour avant plusieurs années. L'activité dans le secteur non pétrolier est restée relativement dynamique malgré la crise. Son rythme de croissance a toutefois sensiblement ralenti en raison de la persistance des conditions économiques difficiles, telles que la baisse de la commande publique, les lenteurs dans les processus d'apurement des aérés de paiement de l'État, la dégradation des conditions sécuritaires et du climat des affaires. La croissance camerounaise a été tirée de l'investissement public, moyennant un endettement en augmentation rapide. La dette publique représentait 45,8% du produit intérieur brut en 2021, contre 21,5% en 2014. Le Cameroun a conclu en juin 2017 un programme de facilité élargie de crédit, en sigle FEC, avec le Fonds monétaire international, d'un montant de 666 millions de dollars américains, qui est arrivé à son terme en septembre 2020. Un nouvel accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit a été approuvé par le Fonds monétaire international le 29 juillet 2021 pour un montant de 689,5 millions de dollars américains. Ce programme vise notamment à appuyer le Cameroun dans ses réformes structurelles en matière de transparence, de gouvernance, de gestion des finances publiques et de diversification, en vue d'améliorer le climat des affaires. Dans le cadre de la réponse à la crise sanitaire, le pays a également bénéficié de 2 prêts du Fonds monétaire international au titre de la facilité de crédit rapide, en abrégé FCR, d'un montant de 136 milliards de francs CFA en mai 2020, puis de 87 milliards de francs CFA en octobre 2020, du moratoire sur le service de la dette extérieure, décidé par le Club de Paris et le G20, prolongé jusqu'en décembre 2021, ainsi que des appuis budgétaires et d'aides directes pour renforcer le système de santé. Nous restons toujours au Cameroun pour parler de l'alphabétisation. La journée mondiale de l'alphabétisation 2024 s'est tenue au Cameroun, au Palais des Congrès de Yaoundé. Ce palais de congrès de Yaoundé qui a vu cette journée mémorable présidée par son Excellence le Premier ministre camerounais. Reportage CNN. La journée mondiale de l'alphabétisation 2024 s'est déroulée du 9 au 10 septembre 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun sous le thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour favoriser la compréhension mutuelle et la paix ». Cette cérémonie placée sous le très haut patronage du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, est ouverte par le docteur Joseph Dione Ngouté, Premier ministre et chef du gouvernement, au nom du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Une soixantaine de délégations et de pays venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe, des États-Unis et d'autres pays, comprenant des membres du gouvernement et des directeurs généraux, des représentants des missions diplomatiques et assimilées, ainsi que des représentants des organismes non gouvernementaux. Avec au centre Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Elle est accompagnée du président de la Commission nationale de l'UNESCO pour le Cameroun, le professeur Laurent-Serge Etoundi Ngoa, ministre de l'éducation de base du Cameroun, ainsi que de son Excellence André Magus
Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France, et de nombreux autres membres du gouvernement du Cameroun. Le bal des allocutions débute par le mot de bienvenue du maire de la ville de Yaoundé, M. Luc Messi Atangana, suivi de Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, qui a rappelé à l'assistance que le choix du Cameroun pour cette 58e édition n'est pas un fait du hasard. Aujourd'hui, je suis très heureuse de faire ma rentrée car c'est un grand jour, vous le savez, au Cameroun, celui de la rentrée scolaire. Et je suis très heureuse de faire ma propre rentrée ici, avec vous, à Yaoundé. Je reviens avec bonheur au Cameroun et le fait que cette journée dédiée à l'alphabétisation partout dans le monde et pour capitale Yaoundé est tout sauf un hasard. C'est aussi le signe de la reconnaissance des efforts de votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, pour l'éducation en général et pour l'alphabétisation en particulier. Selon Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, plusieurs autres caractéristiques ont contribué au choix porté sur le Cameroun. Les enfants apprennent mieux dans leur langue natale, celle qu'ils parlent à la maison. Ils se sentent pleinement reconnus si on leur parle cette même langue à l'école. C'est pourquoi à l'UNESCO, nous préconisons un enseignement dans la langue natale, en particulier au cours des premières années de scolarisation, où s'acquièrent les compétences de base en lecture et en écriture, en même temps que les langues nationales sont graduellement introduites. La directrice générale de l'UNESCO a souligné l'importance des langues nationales ainsi que de l'éducation multilingue, un point de vue que partage l'écrivain sénégalais le professeur Boubacar Diop, qui met l'accent sur ce sujet dans son exposé circonstanciel. L'alphabétisation est un outil de libération, non seulement de l'individu, mais aussi de toute une communauté. C'est par l'éducation que nous pouvons comprendre notre histoire, notre culture et notre place dans le monde. Le docteur Joseph Dione Gouté, représentant personnel du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, à ces cérémonies, a quant à lui saisi l'occasion pour souligner l'engagement de l'UNESCO dans la promotion de l'alphabétisation grâce à l'éducation et à d'autres initiatives multiformes mises en place par ce partenaire. Au nom du président de la République, Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, pour son soutien multiforme que l'illustre institution dont elle est en charge ne cesse d'apporter à l'État du Cameroun en ce qui concerne la promotion de l'éducation en général et de l'alphabétisation en particulier. Le Premier ministre et chef du gouvernement, le docteur Joseph Dione Gouté, reconnaît aussi que le multilinguisme et l'alphabétisation rencontrent différents obstacles dans leur expansion, d'où son appel à une volonté commune constante de promouvoir de telles initiatives. Outre les cérémonies protocolaires qui se terminent avec le départ du docteur Joseph Dione Gouté, Premier ministre, chef du gouvernement et représentant personnel du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, il y a également la remise des prix aux différents lauréats du jour, suivi des travaux proprement dits de la 58e édition des Journées internationales de l'alphabétisation. Du Cameroun au Sénégal, c'est un saut entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, pays présidé par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est un pays qui a décidé d'aller de l'avant avec des nouvelles méthodes. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a dissous le Parlement. Il nous en fait écho Raoul Sankoué, aux côtés de Jean-Richard Gozo, Marcel Bassolé et Séverin Tchatchoua. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a répondu à la demande de la majorité de ses partisans. Le jeudi 12 septembre 2024, le président de la République du Sénégal a acté la dissolution de l'Assemblée nationale. Une décision rendue publique dans une adresse à la nation qui n'a pas surpris grand nombre. Le gage d'une collaboration franche avec la majorité parlementaire dans le seul intérêt du peuple sénégalais était une illusion. Celle-ci ayant décidé de se détourner du peuple pour promouvoir le culte du blocage et ainsi entraver la mise en œuvre du projet sur la base duquel j'ai été élu. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution,
je dissous l'Assemblée nationale. Cependant, la majorité parlementaire n'est pas d'accord avec cette décision, dénonçant un calcul politique du président de la République du Sénégal. Tandis que de l'autre côté, en revanche, on approuve cette décision en raison du contexte. Les réactions dans les rues de Dakar sont tout aussi mitigées. La dissolution de l'Assemblée, ça ne doit pas poser problème, ça ne doit pas poser une polémique, du moment où c'est pour la bonne marche du pays. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sa décision me fait mal parce que le président de la République n'a pas respecté sa parole. Il avait dit que le Premier ministre allait faire son discours de politique générale le 13 et il revient pour dissoudre l'Assemblée nationale. S'il savait qu'il allait le faire, il n'aurait pas dû faire cette annonce. En ce qui concerne les observateurs, la dissolution de l'Assemblée nationale soulève de nombreuses interrogations, notamment en ce qui concerne l'organisation des élections législatives qui se dérouleront le 17 novembre 2024. Décision qui s'imposait parce que les rapports entre l'exécutif, n'est-ce pas, et le pouvoir législatif, ces rapports-là étaient devenus vraiment invivables parce que à plusieurs reprises, le président de la République a pris des initiatives. Malheureusement, l'Assemblée n'a pas joué le jeu démocratique. Donc la meilleure façon d'y arriver, c'est dissoudre carrément l'Assemblée nationale et organiser des élections législatives. Certaines personnes considèrent cette élection législative comme une partie risquée pour le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, mais elles sont essentielles pour obtenir une majorité au Parlement. Tout en vous présentant pour les nouvelles générations qui a été le chef d'État à offrir un réseau médiatique transcontinental, et bien sa photo s'affiche, c'est le président Elhadji Omar Bongo qui déjà nous avait offert à nous Africains Africa numéro 1, cette station radio qui permettait à tous les Africains d'avoir une information transcontinentale. C'est ce relais qu'a décidé de faire notre chaîne de télévision à travers ce programme, de vous présenter comme ça d'informations politico-économiques et touristiques qui couvrent un tout petit peu l'ensemble des pays africains. Restez les nôtres. Nous quittons le Sénégal, où le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a décidé de dissoudre le Parlement, pour le Gabon. Vous remarquerez un trait commun, c'est que les Africains, à la tête de leur pays, ont décidé de faire les choses autrement, même si la locomotive reste la Côte d'Ivoire. Il faut le savoir. Rien à dire, rien à discuter. Passons simplement pour dire qu'au Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé aussi de faire des choses autrement, pratiques pour le bonheur des Gabonais. Le chef de l'État gabonais, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, exprime son mécontentement face au délestage et ne passe pas par 10 chemins pour dire ses vérités aux responsables de l'énergie et de l'eau au Gabon. Avec la collaboration de Teddy Ossé du côté du Gabon, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. Après avoir écouté attentivement et religieusement tous les intervenants réunis sur cette question de délestage incontrôlable enregistrée à Libreville, le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a de manière claire traduit son mécontentement face au délestage répétitif constaté dans le pays. Sans langue de bois, il a mis à nu d'énormes supercheries orchestrées par la Société d'énergie et d'eau du Gabon au détriment des populations. Tout en mentionnant toutes les initiatives prises par le comité pour la transition et la restauration des institutions déjà présentes, ainsi que les possibilités de remédier aux erreurs de la SEG. Afin de mettre un terme à cette situation, le CTRI a décidé de s'impliquer pleinement dans la recherche des solutions. C'est la raison principale qui justifie cette rencontre. Pour ce faire, je vous ai présenté des images, le passif de la SEG dont nous avons hérité et que beaucoup d'efforts auraient pu être faits par vous-même. Depuis notre prise de pouvoir, nous n'avons cessé de vous accompagner, tel que cité par le ministre de l'Énergie. Je comprends que les installations sont vieillissantes, mais il y a un énorme problème d'entretien.
Il est impératif pour que le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, de mettre fin à tous les systèmes de fraude enregistrés récemment en mettant à disposition de nouveaux types de compteurs à travers tout le pays. Cela s'ajoute à la mise sous administration provisoire de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, avec une désignation claire des émoluments attribués aux hauts cadres de la SEG. La question des compteurs frauduleux montre aussi une implication de certains agents véreux de la SEG. Mais pourquoi vous faites payer les clients des compteurs où il n'y a pas d'eau? Ça nous fait mal à tous de voir nos mamans au quartier payer 5 000, 10 000 sur un compteur où il n'y a pas d'eau. Non, on paye l'entretien. Quel entretien? C'est un système mafieux. Le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, envisage donc des solutions rigoureuses et fermes afin de mettre fin aux mauvaises pratiques de gestion des structures qui sont à l'origine du mal-être des Gabonais, pour lesquels son désir d'atteindre les meilleures conditions de vie est extrêmement pressant. Pour vous accompagner et pour sauver la maison, ça fait 3 jours que j'échange avec les banquiers. Ils me proposent un plan d'appui budgétaire pour la SEG. Une enveloppe de 150 millions d'euros, soit 100 milliards de francs CFA, sera disponible dans 1 mois et demi. Le nouvel administrateur général de la SEG ne devra avoir que 6 mois pour remettre sur les rails le train de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, mais surtout pour mettre en évidence et en circonscrire toutes les mauvaises pratiques qui ont altéré jusqu'à présent le secteur énergétique, tout en mettant hors d'état de nuire les potentiels véritables fossoyeurs de ce dispositif crucial de l'environnement socio-économique. Vous avez constaté, comme toute l'équipe de CNN, que le président Oligui Nguema ne passe pas par 4 chemins. Il dit des choses vraies, des choses claires. Il veut faire avancer son pays et surtout donner du bonheur aux Gabonais. Du Gabon en RCA, il n'y a qu'un petit pan, surtout quand on connaît les relations entre le Gabon et la RCA, des relations au beau fixe. Nous allons en RCA, ce pays présidé par son Excellence, M. Faustin Archange Touadéra, qui décide d'apporter aussi du bonheur à son peuple. Nous allons faire un tour dans ce pays d'Afrique centrale. L'édition 2024 du mois de l'amnistie en Afrique a été célébrée à Bangui, la capitale centrafricaine. Le reportage Charles Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé, Gérard-Richard Guezo. Le 10 septembre 2024 à Bangui, en Centrafrique, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a célébré le mois de l'amnistie en Afrique, avec pour thème « Éduquer et sensibiliser la société pour la restitution des armes illicites légères et de petit calibre ». La célébration a été caractérisée par la destruction symbolique d'armes illicites recueillies par le gouvernement centrafricain en présence du président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Pour que l'Afrique parvienne à préserver la sécurité humaine et à assurer son développement socio-économique, les Africains doivent s'approprier pleinement et gérer efficacement les ressources naturelles afin de financer toutes les initiatives de paix et de développement du continent. Le mois de l'amnistie en Afrique vise à inciter les pays membres de l'Union africaine à encourager et à inciter les civils à restituer volontairement les armes illicites légères et de petit calibre, en respectant les lois nationales et les accords internationaux. Soyez assurés que le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies, la MINUSCA et l'ensemble de la famille des Nations Unies restent déterminés à poursuivre leur soutien au programme phare de l'Union africaine intitulé « Faire taire les armes » et à son initiative de mois de l'amnistie. Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer notre coopération avec l'Union africaine pour accroître les capacités nationales et régionales en Afrique pour lutter contre le trafic illicite d'armes légères de petit calibre et améliorer le contrôle sur les armes conventionnelles. Selon l'initiative de l'Union africaine appelée « Faire taire les armes en Afrique », il est important de souligner que la contribution de la MINUSCA, aux côtés des autres partenaires,
a permis à l'ALPC de procéder depuis fin 2023 au marquage et à l'enregistrement de plus de 900 armes de la police, 250 armes de la gendarmerie et 380 armes du DDR, soit 1500 armes au total, ce qui constitue une avancée majeure en termes de bonne gouvernance. La commémoration soutenue du mois de l'amnistie en Afrique par les États membres, les communautés économiques, régionales et tous les partenaires renforce ainsi la confiance des institutions de sécurité de l'État en tant que dépositaire des armes et garant de la sécurité des citoyens. Il est important de rappeler que les armes légères et de petit calibre restent la principale raison des assassinats à travers le monde. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine célèbre chaque année, au mois de septembre, le mois de l'amnistie en Afrique depuis l'adoption de cette décision lors de la 29e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine qui s'est tenue en juillet 2007 à Addis Abeba. On reste en Afrique centrale, en RCA, mais nous remontons un tout petit peu, nous traversons le Cameroun et on arrive à la Crète, entre le lac Tchad, vers Kousséri, et on tombe en République tchadienne. Et au Tchad, le président n'est autre que Mahamat Idriss Déby Itno, le président élu de la République du Tchad. Une délégation de la COBAC a été reçue par le président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Reportage Raoul Sankoué, Séverin Tchatchoua, Gérard Richard Gozo, Marcel Bassolé. Le président du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience une délégation de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, en abrégé COBAC, comprenant le secrétaire général M. Marcel Odélé et Mme Patricia Manon, secrétaire générale adjointe. Ces responsables de la COBAC ont été nommés à l'issue de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, tenue le 9 avril dernier par visioconférence. Après 5 mois d'exercice, ils sont venus ce lundi à la rencontre du chef de l'État, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, pour lui présenter leur civilité et recueillir des conseils et orientations devant leur permettre de mener à bien leur mission. Nous sommes venus remercier son Excellence pour la confiance qu'il nous a faite avec ses pairs de nous nommer à ce niveau de responsabilité. Et c'était notre devoir. Et dans un deuxième temps, bien entendu, on est venu féliciter son Excellence à la fois pour son élection et qui l'a amené à la magistrature suprême du pays après une période de transition. En le félicitant, en lui disant tous nos encouragements. En tant que responsable d'une institution relevant de la CEMAC, le secrétaire général M. Marcel Odélé a réaffirmé au chef de l'État sa ferme volonté d'œuvrer à ses côtés pour faire de la COBAC une institution solide et efficace. De lui apporter notre disponibilité à pouvoir accompagner la résilience du système bancaire du Tchad, afin que ce système puisse permettre de contribuer au financement de l'économie du Tchad. Donc voilà le message fort que nous voulons porter, pour dire que l'autorité de régulation du marché bancaire de l'Afrique centrale est une autorité qui travaille pour le bien-être des populations et sous les prérogatives qui nous ont été données, nous avons aujourd'hui la capacité de pouvoir les accomplir, aider la résilience des banques pour que les banques puissent accompagner et financer efficacement l'économie de Tchad et l'économie de la sous-région. Le président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, les a vivement félicités et encouragés pour la mise en œuvre des réformes visant à renforcer la stabilité et la solidité du système bancaire et financier régional. Aussi leur a-t-il souhaité plein succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Un petit va-et-vient comme des balles de ping-pong entre le Tchad et la RCA, où nous faisons encore demi-tour, juste après la réclame. En RCA, toujours des balais diplomatiques, des réceptions, essayer de cadrer, essayer d'éviter tout ce qui est trouble, parce que vous savez, j'ai pour habitude de dire que la sécurité précède la paix. Et c'est le cas en RCA, où on essaye de tout faire pour renforcer la sécurité,
tant bien que mal, pour essayer de préserver une paix. Et c'est grâce à cette paix qu'on peut attirer des investisseurs dans ce pays qui en souffre. Monsieur Maxime Balalou, ministre de la Communication et des Médias, a été reçu par le chef de la MINUSCA. Raoul Sonko, Gérard Richard-Gozo, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé nous en font un compte rendu. Le 11 septembre 2024, Madame Valentine Rougvois-Bizarre, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine et chef de la MINUSCA, s'est entretenue avec le ministre de la Communication et des Médias, Monsieur Maxime Balalou, au quartier général de la MINUSCA à Bangui. Cette rencontre a permis de faire le bilan de la collaboration entre la MINUSCA et le dit ministère, de discuter des perspectives dans le domaine de la communication et la lutte contre la désinformation. Ces échanges ont été fructueux. Je vous avoue la disponibilité de la représentante spéciale. Et nous sommes en train de construire une communication basée sur l'apaisement, sur la cohésion. Et comme la MINUSCA fait un travail formidable à côté du gouvernement dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, nous avons passé en revue également toutes ces actions et je crois que très bientôt nous allons passer à l'échelle pour la réalisation de toutes ces activités et je continue à remercier ce travail que fait la MINUSCA dans notre pays. Le gouvernement centrafricain, représenté par M. Maxime Balalou, ministre de la Communication des Médias, a exprimé le souhait des autorités centrales, avec l'aide de la MINUSCA, de parvenir enfin à instaurer un climat de paix et de sécurité sur tout le territoire centrafricain et à le renforcer pour le bien-être des populations. Et oui, je disais tantôt que qui veut la paix prépare la guerre, pour ne dire que quand on veut la paix, on fait tout pour maîtriser la sécurité. La sécurité est le point d'orgue de tout ce qui précède la paix. Et en Côte d'Ivoire, cela a été très bien compris par les différents responsables. Je pense au ministère de la Défense, dirigé par le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ténébi Rahima Ouattara. Je pense au ministre de l'Intérieur de la République de Côte d'Ivoire, M. Vangodo Diomondé. Vous verrez qu'en Côte d'Ivoire, on ne badine pas du tout avec la paix. On en parlera, mais pour l'instant, nous allons voir un tout petit peu comment au ministère de la Défense, les réussites se font. En 18 mois, le Fonds de prévoyance militaire a enregistré un excédent de 700 millions de francs CFA. Voilà qui doit forcer l'admiration de certains pays d'Afrique de voir comment tous les mécanismes sont mis en œuvre en Côte d'Ivoire pour que dans chaque secteur qu'il y ait des réussites pour le bonheur des populations ivoiriennes. Gérard Richard-Gozo, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé et surtout l'équipe forte dirigée par Ousmane Koulibaly avec à ses côtés Lévite Edi Vonan. Lors de cette assemblée générale ordinaire, un rapport sur les actions passées est présenté, notamment le projet de construction des logements sociaux et économiques pour les militaires et les gendarmes. Un protocole d'accord a été signé entre le Fonds de prévoyance militaire et le ministère de la Construction, ainsi que l'acquisition d'un terrain de 241 hectares à Akoupé-Zedji, une localité située dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans le district d'Abidjan, dans la région des Lagunes. Il y a près de 20 ans, nous avions une gestion assez chaotique. Aujourd'hui, en si peu de temps, avec ces nouvelles instances dirigeantes, on a pu constater véritablement une amélioration au point que le régime MMD soit excédentaire. Je voudrais encourager tout le monde et les instances dirigeantes à continuer sur cette lancée, surtout pour les logements. Surtout pour les prêts. 5 établissements de santé des armées, entièrement restaurés et équipés. On prévoit la construction de nouveaux à Abidjan, notamment à Yopougon et à Daloa. Une liste non exhaustive d'actions qui suscite beaucoup d'espoir aux membres du Fonds de prévoyance militaire. Après 18 mois d'activité, tous les mutualistes considèrent le bilan comme positif, avec un excédent de 700 millions de francs CFA. De ce fait, il est logique que le projet de plan stratégique de gouvernance 2024-2030 ait été adopté à l'unanimité. Le fait pour nous de nous aider à mettre en place des plans d'investissement, de maîtriser tout le process qui nous permet d'atteindre l'objectif. Je pense que ce sont les points positifs que nous avons pu obtenir grâce à la participation, comme je dis, des experts dans tous les ministères techniques qui nous accompagnent. L'État prend déjà en charge les militaires, mais il faut accompagner l'action de l'État pour garantir une meilleure prise en charge sanitaire du militaire et aussi pour sa retraite, pour éviter que le militaire se retrouve dans une situation de précarité
lorsqu'il est rendu à la vie civile. Le plan stratégique de gouvernance du Fonds de prévoyance militaire 2024-2030 prévoit 65 projets pour un coût total d'environ 189 milliards de francs CFA. Ne dit-on pas qu'il faut se méfier de l'eau qui dort? Tout petit, on nous le disait tout le temps, de se méfier de l'eau qui dort. Et le silence n'est jamais un signe de peur. Et le silence est toujours réservé aux grands. Regardez, la sécurité en Côte d'Ivoire ne se décrit pas dans les réseaux sociaux. La sécurité en Côte d'Ivoire ne se dit pas, elle se vit. Et vous en saurez plus dans notre grand format. Mais pour l'instant, ça fait plaisir de voir tout ce qui se passe, des accidents comme ça dans des départements, comme c'est le cas dans le département militaire en Côte d'Ivoire. Nous allons tout de suite parler d'un pays voisin, le Burkina Faso, juste après la réclame. Nous allons tout de suite au Burkina Faso, ce pays présidé par son Excellence M. Ibrahim Traoré. Et dans ce pays, l'heure est à la reconnaissance. Et l'heure est à la pensée de nos morts, de ceux qui sont partis et qui ont posé des actes appréciés par le peuple burkinabé. Au Burkina Faso, les travaux du mausolée Thomas Sankara, très tôt disparus, seront terminés en décembre 2024. Reportage Séverin Tchatchoa, Gérard Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. Ce chantier sera remplacé par un mausolée d'ici décembre 2024. Un véritable joyau architectural où les restes du père de la Révolution d'août 1983, le capitaine Thomas Sankara, et de ses 12 compagnons d'infortune, assassinés le 15 octobre 1987, reposeront pour l'éternité. Une importante délégation gouvernementale avec à sa tête le ministre d'État et ministre chargé de la culture du Burkina Faso, M. Jean-Emmanuel Ouedraogo, est descendu sur le site 3 mois avant la livraison de l'infrastructure afin de s'informer de l'avancement des travaux et d'encourager le personnel chargé de la réalisation de l'ouvrage. Notre présence ce matin ici avec plusieurs membres du gouvernement, je pense que c'est le signe de l'intérêt qu'au plus haut niveau de l'État on porte à ce chantier-là. C'est extrêmement symbolique, c'est extrêmement important parce que c'est le mausolée qui va rendre hommage au capitaine Thomas Sankara et à ses compagnons d'infortune assassinés le 15 octobre 1987. Nous repartons déjà très satisfaits de ce que nous avons vu, de la qualité du travail et surtout du sérieux qui est mis ici. Maquette à l'appui, l'architecte chargé de la construction du mausolée, M. Diébedo Francis Kéré, explique les différents aspects de l'ouvrage à ses hôtes. C'est une infrastructure construite à partir de matériaux locaux avec un bloc de terre comprimé recouvert de blocs latéritiques taillés pour prendre en compte une approche plus locale. Nous croyons que l'idée que nous avons correspond bien à la vision du président Thomas Sankara. C'était le promoteur de plusieurs domaines dans notre pays, y compris le droit et la civilité, mais aussi pour ce qui concerne l'architecture, il a été un fervent défenseur des matériaux locaux. Il y aura une esplanade bordée de murs de rétention en granit concassé. Voilà, et ça fait que nous avons tout un ensemble écologique que vous pourrez, au fur et à mesure que le bâtiment pousse, constater sur le site. Une architecture inspirée du capitaine Thomas Sankara, l'accomplissement d'un projet futuriste cher aux autorités de la République qui prend forme. Véritablement, on est sur la bonne voie pour la réalisation de ce mausolée-là, qui est la première étape de l'ensemble architectural du mémorial Thomas Sankara, qui va inclure plusieurs autres infrastructures et aménagements tout aussi futuristes les uns que les autres. Nous voulons que ce soit un lieu véritablement de rêve, un lieu, comme j'ai dit, à l'image du rêve de Thomas Sankara pour le Burkina Faso. L'exécution physique de l'ouvrage est estimée à 27%. Selon les acteurs impliqués, toutes les mesures sont prises pour garantir la livraison de l'ouvrage à la date prévue. Comme je le disais tantôt, on entend de cette émission qu'on présente deux pays de manière assez précise. La semaine dernière, dans l'édition précédente, vous avez vu un pan de voile sur la Côte d'Ivoire ainsi que le Congo. Et cette semaine, on a décidé de parler du Cameroun et du Kenya.
Vous avez déjà précédemment vu le Cameroun, et là nous allons vous présenter simplement le Kenya. Reportage Constant Ika Ousmana Koulibaly, Lévite Eddy Vonan, Marcel Bassolé et Raoul Sankoué. Le Kenya compte 48 millions d'habitants. Environ 7 Kenyans sur 10 vivent en zone rurale et la moitié d'entre eux vivent dans la pauvreté. Le Kenya est devenu un pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure en 2014. Toutefois, la pauvreté et les inégalités de revenus persistent. Près de 3,5 millions d'habitants nécessitent une aide alimentaire. La population kenyane a plus que triplé au cours des 30 dernières années et elle dépend des ressources naturelles qui ainsi s'épuisent rapidement. Cela a des répercussions tout particulièrement sur les femmes, à qui revient en grande partie la responsabilité de trouver de la nourriture, de l'eau et du bois de chauffage. L'agriculture est la colonne vertébrale de l'économie kenyane et représente un tiers du produit intérieur brut annuel et fait vivre 70% des habitants des zones rurales. Le secteur laitier du pays est l'un des plus importants d'Afrique subsaharienne et contribue à hauteur de 4% du produit intérieur brut. Les changements climatiques menacent le secteur agricole. En effet, leur coût devrait atteindre 2,6% du produit intérieur brut par an d'ici 2030. La production agricole étant lourdement dépendante des précipitations et près de la moitié de l'élevage étant pratiqué dans les zones arides et semi-arides, la sécheresse et les pluies chaotiques ont une grande incidence sur l'agriculture. Le Fonds international de développement agricole soutient la stratégie de transformation et de croissance du secteur agricole du pays en octroyant un prêt aux petits producteurs et aux acteurs de la filière laitière et céréalière, notamment les petits commerçants et les transformateurs alimentaires. De plus, il s'efforce d'améliorer l'accès aux services financiers ruraux. Le programme d'options stratégiques du pays pour la période 2020-2025 vise à favoriser la gestion communautaire des ressources naturelles dans une logique de résilience face au changement climatique, à améliorer l'accès aux actifs favorisant la productivité, aux technologies, à la finance rurale et aux services, à faciliter l'accès à des technologies post-production et au marché. Désormais, le Fonds international de développement aide non seulement les zones rurales productives, mais aussi et surtout les régions arides et semi-arides du pays. Ce changement s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement des autorités à améliorer l'irrigation, les services de vulgarisation, la commercialisation et l'accès aux services financiers dans les zones qui enregistrent un fort taux de pauvreté. Conformément à une approche axée sur le marché, la priorité est accordée au secteur de l'horticulture, des produits laitiers, des céréales et la finance rurale. Le secteur agricole emploie 71% de la population rurale et représente près de 69,7% des revenus de l'exportation. Près de 1,3 million de ménages élèvent du bétail laitier. L'équipe de CNN Télévision choisit de vous présenter le Kenya, ce pays d'Afrique de l'Est possédant un littoral sur l'océan Indien. Il comprend la savane, des régions lacustres, la vallée du Grand Rift et des zones montagneuses. Il accueille également une faune incluant des lions, des éléphants et des rhinocéros. Des safaris au départ de Nairobi, la capitale, permettant d'explorer la réserve du Masai Mara, renommée pour la migration annuelle des Nuux, ainsi que le parc national d'Amboseli, offrant une vue imprégnable sur le mont Kilimanjaro, culminant à 5895 mètres d'altitude. Le lac Nakuru est un lac de soude situé au Kenya, dans la vallée du Grand Rift. Le site est protégé par un parc national et est désigné comme site Ramsar en raison de l'intérêt de sa zone humide. Nairobi est la capitale du Kenya. Outre son centre urbain, la ville comporte aussi le parc national de Nairobi, une grande réserve où vivent des rhinocéros noirs, une espèce menacée, ainsi que des girafes, des zèbres et des lions. Juste à côté se trouve un orphelinat pour éléphants réputé, géré par la David Chesdrick Wildlife Trust. Nairobi est également souvent le point de départ des safaris au Kenya. L'environnement du parc national de Nairobi est assez typique avec la brousse au beau milieu de la ville et l'aéroport voisin qui accueille les avions atterrissant dans la ville. Un contexte qui ne semble perturber en aucun cas les animaux qui continuent de vivre dans leur état sauvage. L'entrée principale du Kifaru Ark
comme on surnomme le parc, se situe dans l'Angata RD. Cependant, vous êtes tout à fait en mesure de rejoindre le parc depuis Haiti River Gate, notamment si vous comptez poursuivre vos aventures à Mombasa ou à Ambosoli par la suite. En ce qui concerne le déplacement, je vous conseille la solution la plus économique, qui consiste à prendre le Pack Shuttle. Il s'agit d'un grand bus KWS qui prend la porte principale pour accéder au parc. Attention, vous devez réserver à l'avance pour bénéficier du transport proposé par KWS. Dans cet univers considéré à juste titre comme le royaume des animaux, les véhicules sont admis dans le parc, mais ceux qui souhaitent marcher sont invités à essayer le Walking Safari. Accompagné d'un guide local, vous découvrirez les meilleurs spots du parc pour observer tranquillement les animaux. Une faune d'une grande richesse sera visible sur les points d'eau notamment. Outre les rhinocéros noirs, qui existent en cinquantaine dans le parc, des autruches, des gnous, des lions, des léopards, ainsi que des phacochères, complètent aussi la population animale. Je vous suggère spécialement Hippopolis. Ce point d'eau sert le lieu de rendez-vous incontournable aux bêtes assoiffées. Vous adorerez pister des troupeaux d'hippopotames, s'abreuver et jouer dans des piscines naturelles. La flore du parc, c'est une végétation atypique. On parle souvent des animaux sauvages de Nairobi, mais peu de gens seulement s'intéressent à sa flore. Pourtant, étonnamment riche. En sachant que le Kenya est l'un des pays les plus boisés de l'Afrique, on ne serait pas surpris si le parc national de Nairobi est considéré comme un véritable jardin botanique en pleine ville. Des espèces très prisées foisonnent dans le parc. Naturellement, les acacias sont les plus répandus, la chaleur de la zone étant favorable à leurs conditions de vie. Néanmoins, d'autres espèces endémiques, à l'exemple du Ficus eriocarp, de l'Euphorbia candelabrum ou encore des apodites dimidiata sont également abondantes dans le parc. Le Kenya est le pays le plus visité tout au long de l'année. De cette façon, vous pouvez venir côtoyer les animaux dans le parc national de Nairobi à tout moment. Les voyageurs désireux de fuir la grisaille hivernale de l'Europe peuvent donc venir en hiver. Attention néanmoins aux périodes de fortes précipitations. Elle est à son apogée en mars, avril et novembre. Voilà, qu'est-ce que c'est le Kenya sur le plan économique, touristique, et l'Afrique est riche de tous ces pays. Il est important pour moi, comme je l'ai dit dans cette émission tout au cours, je l'ai rappelé, que la sécurité précède la paix dans tous les pays. C'est un axe fort sur lequel la Côte d'Ivoire a misé, à travers des hommes exceptionnels, comme le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, le ministre de la Sécurité intérieure en Côte d'Ivoire, qui font des prouesses et approuvées aujourd'hui par le peuple de Côte d'Ivoire. Vous écouterez à travers cette émission des femmes, des enfants, des hommes se prononcer sur la sécurité en Côte d'Ivoire. C'est l'objet de notre grand format. Dans ce grand format, la caméra d'Ousmane Coulibaly a sillonné la Côte d'Ivoire, Abidjan principalement, cette capitale, cette grande ville, où les risques peuvent être interprétés d'une manière erronée. Vous entendrez et vous verrez de vos yeux comment les Ivoiriens sont fiers de la sécurité dans leur pays, et même la sécurité dans les frontières, maîtrisée par l'armée de Côte d'Ivoire. Reportage dans les rues d'Abidjan, Ousmane Coulibaly, Lévité Divonan, avec la post-production de Marcel Bassolé. Je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire. Dans un premier plan, au niveau de la sécurité des personnes et des biens. Jusque-là, nous n'avons pas encore appris que le pays est attaqué, donc ça veut dire que la sécurité est assurée à ce niveau. J'ai confiance en l'armée de Côte d'Ivoire avec tout le matériel que nous voyons. Donc à ce niveau-là, nous avons confiance. En ce qui concerne la sécurité, vraiment ça me laisse perplexe parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais au niveau de la sécurité si on est bien prêt.
Mais ce qui est bien, comme on a des partenaires qui ont des intérêts ici, donc Dieu merci. En ce qui concerne le ministre Tené Birahima Ouattara, ministre de la Défense, en tout cas je suis quelqu'un vraiment qui milite beaucoup pour lui parce que déjà c'est quelqu'un que j'ai côtoyé et c'est quelqu'un qui est ferme, c'est quelqu'un qui est très sérieux dans son travail. Ah non, là pour l'instant avec tout ce que j'ai vu, avec tout ce qui est force spéciale, tout ça, vraiment j'ai confiance. Donc au-delà de tout ce qui est militaire, question il n'est pas militaire, mais au-delà de tout ce qui est question militaire, ça je suis sûr qu'il peut prendre les bonnes décisions. Vraiment diriger la flotte, tout ça, en tout cas c'est quelqu'un qui est très ferme, très sérieux dans son travail. M. Tené Birahima Ouattara, c'est quelqu'un qui est très bien, quelqu'un qui est très sérieux. Je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire, vu les armements qui sont renforcés, vu aussi les caméras de surveillance partout dans l'intérieur du pays. Je suis rassuré par le travail que M. le ministre de la Défense, M. Tené Birahima Ouattara, effectue au sein de la Côte d'Ivoire. On n'entend plus beaucoup de braquages, beaucoup de vols par-ci par-là. La sécurité, le taux d'agression, le taux de vol a baissé aussi, donc je suis rassuré. On a une libre circulation, les voitures ne peuvent pas se garer n'importe où. Tout et tout, et puis maintenant les policiers ils sont là, ils contrôlent. En tout cas, je sais comment il vous explique, mais la sécurité maintenant, elle est bonne. J'ai confiance à l'armée de Côte d'Ivoire, vu que pendant l'indépendance, on a vu qu'ils ont fait les marches, on a vu les cargos, les chariots. En tout cas, c'était vraiment parfait. Et puis les Chinois aussi étaient là. Alors que les Chinois, là, côté armement, là, on ne peut pas. Ils déposent. Il fait bien son travail, même si peut-être il y a quelques failles, mais il fait bien son travail. Dans toute chose, il y a toujours quelques petits, je ne sais pas comment vous expliquer, il y a toujours quelques petits trucs qui gâtent. Je suis vraiment très satisfait et j'ai confiance aussi entièrement à l'armée de la Côte d'Ivoire. Bien équipée, vraiment je suis très rassuré. Je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire parce que maintenant nous observons les policiers dans chaque carrefour, dans chaque commune. Voilà, il y a un peu ça. Et puis aussi, ce que nous pouvons aussi dire, il y a les caméras un peu partout. Donc ce que je peux retenir, je suis un peu rassuré de la sécurité parce qu'il y a moins de braquages, moins de vols. Donc ce que je peux retenir en tant qu'élève, la sécurité est un peu rassurée, c'est tout. Je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire parce qu'auparavant, vu ce qu'on voyait, il y avait trop de braquages, les bandits partout et par-ci. Mais ces dernières années, je peux dire que je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a moins de braquages, moins de voleurs, moins de bandits. Et tout le monde se met au travail à son air. Donc, je peux dire que je suis rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense fait son travail. M. Tené Birahima Ouattara, c'est un super monsieur. En vue de la sécurité en Côte d'Ivoire ces dernières années, il peut dire que le ministre Tené Birahima Ouattara fait son travail parce que la Côte d'Ivoire est si haute sécurité en ce moment. On peut faire confiance à l'armée de Côte d'Ivoire, surtout au ministre d'État et au ministre de la Défense, parce que ce qu'on a vu par rapport au défilé de l'indépendance, ça nous rassure et nous sommes sereins. Par rapport à ce que nous voyons dans les autres pays, là, la Côte d'Ivoire et le Canada, ça va. Le ministre fait son travail. En tout cas, il y a confiance au ministre de la Défense par rapport à ce qu'il fait et par rapport à tout ce qu'il fait. Il y a confiance en lui, il sait qu'il nous garantit par rapport à notre défense et tout, et je suis confiant. Je suis rassurée de la sécurité en Côte d'Ivoire parce qu'on constate maintenant qu'il y a plein de caméras et on constate aussi qu'à chaque 100 mètres, on croise des policiers et des militaires pour notre sécurité. J'ai confiance en l'armée de la Côte d'Ivoire avec tout le matériel acheté par le ministre de la Défense, car nous l'avons tous constaté le jour de l'indépendance avec le défilé des chars, des blindés et encore nous avons des cellules antiterroristes en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense fait bien son travail au niveau de la sécurité sur le plan national et nous sommes très fiers de lui. Il y a les caméras partout, en tout cas ça va. Tu es libre de marcher sans problème. Souvent même tu es là, comme bon, tu suivais ton sac mais maintenant il n'y a pas de problème. Tu mets ton sac, tu marches à jamais sans problème. Donc la sécurité en Côte d'Ivoire, ça va. J'ai confiance à l'armée de la Côte d'Ivoire avec tout le matériel acheté par le ministre de la Défense. Parce que lors de la défilée même de la Côte d'Ivoire, pendant l'indépendance, ce qu'on a vu, on était heureux. Le ministre de la Défense fait son travail parce que maintenant, la sécurité, comme je l'ai dit, la sécurité est propre.
Tu peux marcher tranquillement dans Abidjan sans problème, ça va. Je suis plus que rassuré de la sécurité en Côte d'Ivoire. Il fut un moment où on ne pouvait pas se déplacer facilement, même dans la commune de Yopougon où je réside. Mais aujourd'hui, à 1h, 2h du matin, vous voyez les forces de l'ordre partout et vous pouvez circuler en toute quiétude. J'ai foi en cette armée parce que déjà elle bénéficie de l'expertise de l'extérieur. Entre autres, nous avons vu la Chine défiler auprès de nos soldats. Cela montre qu'on pourrait éventuellement compter sur l'expertise de la Chine en cas d'organisation. Je suis très flatté. Il fait bien son travail. Il fait effectivement bien son travail parce qu'il a le souci du bien-être des Ivoiriens. Et quand il achète des armements et que quand il permet aux grandes puissances de venir nous donner leur expertise, il n'y a que ça qu'on attendait. Pour moi, en ce qui concerne la sécurité en Côte d'Ivoire, je crois que maintenant c'est amélioré parce que quand on parlait de Yopougon, il y avait certaines personnes même qui avaient peur même d'arriver dans la commune de Yopougon. Mais maintenant, je crois que la sécurité a plus évolué parce que dans les rues, un peu plus partout, on voit les agents de la sécurité, les forces de l'ordre, les gendarmes et autres, les policiers qui assurent en fait la sécurité. Souvent même tard dans la nuit, on constate souvent les cargos qui font des patrouilles et tout. Donc je crois que la situation s'est améliorée en ce qui concerne la sécurité en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense fait son boulot. Il est dans son plein travail parce que, comme je l'ai dit dans un premier temps, auparavant on ne voyait pas les cargos et autres tard dans la nuit. Mais maintenant je vois qu'il y a des forces de l'ordre qui se déploient tard dans la nuit, qui assurent la sécurité. Donc je crois que le ministre fait son travail. Je suis rassurée de la sécurité en Côte d'Ivoire parce qu'on trouve maintenant les policiers aux différents carrefours. On a les caméras de surveillance qui nous garantissent une sécurité. Là, si quelqu'un nous agresse, mais s'il y a quoi que ce soit, on peut facilement repérer les gens. J'ai confiance avec tout le matériel que le ministre a acheté pour l'armée en Côte d'Ivoire. J'ai confiance parce que pendant le défilé du 7 août, on a vu qu'il y a eu plus de renforcement au niveau des drones. Et il y a des cellules antiterroristes qui sont installées maintenant en Côte d'Ivoire. La sécurité en Côte d'Ivoire, de nos jours, est indiscutable. Voilà, la preuve en est que si vous circulez à Abidjan, vous allez voir que partout il y a des caméras de surveillance. Voilà, des caméras de surveillance. Et avant, quand on traversait à Djamé, rapidement on était attaqué par des bandits. Voilà, on pouvait vous attaquer, qu'on appelle avec des armes, avec une arme blanche. Mais aujourd'hui, la caméra surveille tout. Il y en a dit surtout que vous voyez à chaque carrefour, chaque grand carrefour, vous voyez des policiers. La présence des corps habillés rassure. Le défilé, le 7 août passé, lors du défilé, vraiment on a exposé beaucoup de matériel comme militaire, voilà, de plusieurs sortes. Il y a des armes que moi je n'avais jamais vues depuis ma naissance. Mais on a tout vu. Comme ça, ça rassure les citoyens. En voyant ça, vraiment, on se sent en sécurité et on voit que le pays même est en sécurité. Le ministre de la Défense, il fait bien son travail. On n'a jamais entendu de remue-ménage dans les casernes. Hein. Voilà. Et puis, tout ce qui se passe autour de nous, dans les pays voisins, la Côte d'Ivoire est demeurée toujours sereine. Hein. Voilà, on n'a jamais remarqué quelque chose qui puisse nous effrayer. Quand on a regardé tout ceci, quand on a écouté tout ça, on ne peut que dire table d'honneur au ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, table d'honneur au ministre de la Sécurité de Côte d'Ivoire, M. Vagondo Diomandé. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro, tout en vous demandant de suivre les rediffusions sur CNNTV.ci, ainsi que les informations en permanence, toutes les 30 minutes, l'information africaine vraie. Et en replay sur www.siwebinfo.com.
Je suis Constieka. Au revoir.